Donc, pour les effets, donc je vous remontre, on prend un élément, on fait clic droit, effet, donc là, correction colorimétrique pour la rubrique. Et donc dans les corrections colorimétriques, il y a beaucoup d'effets différents. Les CC, alors attention, les effets où il y a CC avant, c'est les effets qui sont un peu plus puissants, avec des générateurs graphiques, etc. derrière. Ne les faites pas forcément en premier, parce que là, peut-être que ça va faire beaucoup ramer et certains pourront pas les lancer. Là, pour tout ce qui est couleur, contraste, etc., vous avez les teintes, vous avez les noirs et blancs, les niveaux, vous avez à chaque fois un effet qui permet de le faire, mais vous avez aussi l'effet courbe qui permet de faire tout en un. Donc si je clique sur courbe, en fait, dans mes effets en haut, la courbe apparaît, et en fait, la courbe, ça permet de bouger. Donc là, je peux recontraster, faire quelque chose de plus lumineux, de plus ou moins contrasté ici. Donc on a directement le rendu au niveau des contrastes. On a aussi nos niveaux de blanc et de noir, de saturation qui sont là. Et vous pouvez avoir la courbe RVB générale, mais vous pouvez aussi avoir la courbe de rouge, de vert, de bleu. Ça veut dire que je peux faire en sorte que, voilà, par exemple, ma montagne soit plus rouge. Voilà, vous pouvez vraiment changer voilà, les couleurs un petit peu plus précisément. Donc ça, c'est les courbes. Et ce que j'avais utilisé hier, qui est une façon plus rapide de changer la couleur, c'est par exemple teinte saturation. Sur les teintes saturation, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà. Et donc changer les couleurs assez facilement avec les teintes globales. Et pareil, vous avez les plages de couleurs ensuite que vous pouvez changer plus précisément. Voilà, donc dans ces effets-là, ces corrections colorimétriques, vous pouvez en effet changer la couleur d'un seul élément sans passer par les modes de fusion. Les modes de fusion, c'est vraiment comment se superposent les éléments ensemble pour jouer avec les transparences, jouer voilà, sur des choses un peu graphiques. Et donc Vincent, il demandait, enfin il disait que certains modes de fusion, enfin changeaient rien. Alors effectivement, ça dépend de sur quoi on le. Là, par exemple, mes montagnes sont normales. En fait, on a plusieurs catégories dans les modes de fusion. On peut faire en sorte que ça s'ajoute pour obscurcir et pour que ce soit plus sombre. Ouais, je vais répondre aux questions après. Pour que ce soit plus sombre. Ici, pour que ce soit plus clair. Et ensuite, on a le fait d'ajouter comme une lumière, donc comme une gélate sur les spots, quoi. Donc ça veut dire que si vous avez quelque chose de très clair, par exemple, tout ce qui est obscurcir et ajouter pour renforcer, enfin pour assombrir, hein, ça va pas marcher. Enfin voilà, ça dépend de ce que vous avez. Et c'est pareil, si vous avez quelque chose de blanc, bah, ça fera peut-être pas forcément ça fera pas forcément des modifications ici. Donc moi, si je mets en produit là, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit comme la transparence avant en normal, il n'y avait pas de transparence. Là, si je le mets en produit, le produit, ça enlève, ça fait apparaître ce qu'il y a derrière. Et derrière, comme j'ai un papier avec des petits points, voilà, si je me rapproche, et ben là, j'ai vu, voilà, en normal, j'avais que mon papier, et là, en produit, par exemple, ça ajoute de la transparence et je vois un peu ce qu'il y a derrière. Maintenant, si je le mets en incrustation, bah là, ça devient plus blanc. Enfin voilà, comme ça fait comme une lumière, finalement, ça change très peu de choses, ça fait quelque chose de plus blanc. Donc lumière crue, j'ai quelque chose encore un peu différent. Voilà, et là, alors si j'étais sur le fait de rajouter que les blancs comme écran, on est aussi sur des choses qui sont très blanches où il n'y a pas vraiment de variation, où c'est très peu, quoi. Donc ça dépend vraiment de quel élément vous avez. Bon, je vais garder ça comme ça. Vous avez vu, à chaque fois que j'ai bougé quelque chose, ici, ça s'est mis à jour dans la composition finale parce que j'avais mis voilà, mes premiers plans, mes deuxièmes plans, tout le monde a les modes de fusion qui sont interconnectés. Donc effectivement, les modes de fusion, ça dépend vraiment des éléments que vous avez. Alors, si quelque chose ne s'affiche pas, ça peut être parce qu'il n'est pas activé ici. Sans faire exprès, vous avez peut-être pu désactiver la petite, enfin, le fait de voir ou pas l'élément, mais il me semble que c'était pas le problème là. Il y a aussi le fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de temps, hein. C'est aujourd'hui qu'on parle du temps et des clés. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a importé un élément, je sais pas si vous avez remarqué, mais on va importer un élément. Voilà, bouffe. C'est des bouts de tissu. Voilà, un élément comme ça. À chaque fois que je l'importe, bon, voilà, il a une certaine taille, ok. Et là, en fait, dans ma timeline,
l'objet, puisque c'est une photo, là, c'est un JPEG, c'est une image fixe. Comme l'image fixe n'a pas de timing, de durée, en fait, l'image fait la durée de mes secondes, enfin, fait la durée de ma composition. Et ça veut dire que ces éléments-là, je peux les raccourcir. Voilà, c'est à moi de gérer leur temps avec les petites flèches qui peuvent apparaître de chaque côté. Voilà. Et ça veut dire aussi que parfois, vous pouvez avoir un élément qui finalement va apparaître qu'à un certain moment, puis disparaître. Donc c'est possible aussi qu'il y ait ce problème-là, peut-être, que les éléments que tu n'avais n'étaient pas forcément sur toute la longueur du plan. Bon, il peut y avoir différentes... Ça, c'est les deux choses qu'on regarde en général. C'est l'œil et puis surtout ce truc de temps, parce que très souvent, en fait, on navigue et puis qu'on a tous les éléments un peu partout. Donc écoute, je vais regarder de ça un peu plus près. Ouais, on verra après. Ok, attends, je renote pour moi. Parce que... en fait, on peut avancer plus avec les flèches. Alors, c'est soit contrôle flèche, je pense. Voilà, c'est soit contrôle flèche, soit pour ceux qui ont un clavier un petit peu plus grand. C'est les flèches avec les petits traits qui sont sur le pavé numérique en haut, à côté de début et fin. Vous avez d'autres petites flèches qui permettent d'avancer image par image. Alors voilà, là ça avance image par image. Et pareil, contrôle flèche, c'est image par image pour pouvoir avancer. Alors après, pour avancer seconde par seconde, il n'y a pas forcément le raccourci, puisque là, on est vraiment sur le plan et sur la finition de l'image. Donc c'est pas comme dans Premiere où, du coup, dans Premiere, on peut avoir on peut avoir des heures et des heures de rush dans le documentaire. Et du coup, là, on avance seconde par seconde, parce que image par image, ça nous ferait devenir fou. Là, dans After, on est sur des plans, on est sur l'échelle du plan, donc c'est plus petit. Donc effectivement, on avance plutôt image par image. On n'avance pas seconde par seconde comme on peut le faire dans les logiciels de montage. Mais voilà, c'est soit contrôle flèche, soit les flèches en haut du pavé numérique. Raccourci clavier, voilà, pardon. Donc dans édition, raccourci clavier, vous pouvez cliquer et faire vos raccourcis. Voilà, donc effectivement, si tu n'as pas les frames précédentes, frames suivantes ici, tu peux peut-être, là par exemple, moi mes contrôles, j'ai pas forcément de... Tu peux cliquer sur ton clavier, puis paramétrer pour faire en sorte d'avoir ce frame précédent, frame suivante. Voilà, vous pouvez vraiment chercher et trouver et remettre les paramètres un peu tout. C'est vrai que théoriquement, voilà, c'est à côté de supprimer, c'est le pavé un peu étendu, mais effectivement, tu peux demander que ça soit contrôle gauche ou contrôle droit en refaisant un peu tes raccourcis ici. Donc dans édition, raccourci clavier. Et l'autre question que j'avais juste avant, que j'ai pas répondu, c'est est-ce qu'on peut mettre un élément dans une précomp? Bien, tout à fait. Alors là, par exemple, mon petit carré, là, hop, il suffit de faire contrôle, pour couper, c'est contrôle X. Voilà. Normalement, si je fais CTRL V, voilà, ça me le copie-colle. Donc, il faut bien sélectionner l'élément. Et puis, effectivement, à tout moment, voilà, je peux rajouter je peux rajouter, pouf, un morceau, là, dans mon deuxième plan. Donc, oui, à tout moment, vous pouvez rajouter un élément dans vos précompes ou tout simplement, enfin, voilà, faire copier-coller. Rajouter soit un élément de choses que vous avez importées directement dedans, voilà. Soit effectivement, si vous aviez ça dans une autre précomp, faire copier-coller ou couper-coller et les faire voyager d'une comp à l'autre. Alors, pour avancer de seconde en seconde, je pense pas qu'il y a. Il faudrait que je revérifie. Ah, d'ailleurs, hier, grâce à vous, j'ai appris quelque chose. Effectivement, moi, je me servais jamais d'historique dans After. Mais je sais plus qui en parlait, mais oui, ça existe. Effectivement, il y a édition historique et on peut revenir sur ce qu'on a fait. Voilà, par exemple, je suis revenue un peu en arrière. Voilà, et on peut rétablir. Ah, voilà, du coup, là, comme j'ai fait plusieurs... voilà, rétablir, voilà. J'ai annulé plusieurs choses et je peux le rétablir. Après, c'est vrai que dans After, on fonctionne pas comme ça parce qu'on fait pas un élément après l'autre de façon très... Hop, rétablir. Bon, je ne veux pas me le rétablir. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas comme sur Photoshop où c'est destructif. Comme on voyage dans les compositions, qu'on met des choses, qu'on en refait, etc. Et comme à tout moment on peut tout retoucher, c'est pas linéaire comme dans Photoshop où on fait une chose après l'autre et où du coup, si on s'était trompé, il faut vraiment revenir 15 ou 20 actions en arrière. Là, si on s'est trompé, on va dans l'élément et on le remodifie, quoi.
Donc il y a moins ce côté-là linéaire. Donc effectivement, l'historique, moi j'avais jamais pensé à regarder, mais on a un historique ici. Voilà, bon, alors après, j'ai pas réussi à rétablir ce que j'avais fait, bon, c'est pas très grave. Espace de travail, oui, alors généralement, quand vous m'avez envoyé des choses, vous étiez en espace de travail formation, voilà. Bon, c'est embêtant parce que du coup, ça vous prend de la place là, c'est pas très ergonomique. Donc, n'hésitez pas à changer votre espace de travail là dans Fenêtre, espace de travail, et prenez Usuel. Ok. Voilà, Usuel. Bon, Usuel, l'espace de travail, ça permet d'avoir vraiment plus d'espace pour voir les choses. Donc, bon, je vous conseille de. Par contre, j'ai perdu mes visualisateurs, donc je remets les visualisateurs. Voilà. Prenez vraiment de visualisateurs, ça permet de voir un peu où on en est à chaque fois, quel comp, etc. Donc voilà, donc l'espace de travail usuel, c'est plus pratique. Alors, comment on fait le double visualisateur? Je remontre. Il faut... Alors, je vais... Enfin, il faudrait qu'un visualisateur. Il faut dézoomer à fond. Voilà, pour ne pas avoir d'éléments en fait sur lequel cliquer. Et il faut faire clic droit sur quelque chose où il n'y a rien, quoi. Clic droit, nouveau visualisateur. Voilà, hop, et du coup, ça me fait 2 visualisateurs. Et à quoi sert After quand on fait de la prise de vue réelle? Donc, ça peut être pour déjà pour la photo de l'image. Ça veut dire que tous les effets d'étalonnage un peu précis, parce que bien sûr, tu peux faire l'étalonnage dans Premiere ou dans DaVinci, etc. Mais tu peux vraiment précisément refaire des courbes, etc. Et tu peux les faire pas forcément sur l'ensemble de l'image. Tu peux mettre des effets par zone et donc rééclairer certaines zones de l'image. Tu peux effectivement faire du tracking, tu peux faire tout ce qui est fond vert. Donc il me semble que je vais vous le montrer aujourd'hui, ça. Tu peux faire tout ce qui est effets spéciaux, c'est-à-dire que tu as tourné pour faire quelque chose avec un sabre laser, tu vas rajouter le sabre laser. Donc c'est un peu pour tout ce qui est FX. Voilà. Mais pour comprendre ça, je sais bien qu'il y en a certains là qui tout ce qu'on fait, ils vont pas forcément s'en servir, mais ce qu'on fait au début de l'ATP, c'est vraiment pour comprendre comment marche le logiciel et pour triturer le logiciel. Parce que du coup, après, quand tu mettras un effet sur de la prise de vue réelle et sur quelque chose de plus simple, tu comprendras comment... Enfin, il n'y aura pas de souci, quoi. Tu comprendras comment faire. On t'aura pas juste appris à faire cet effet-là. Tu comprendras comment marche le logiciel pour pouvoir le faire ensuite. Et comme les effets, il y en a 36 000 sur After et qu'on peut pas tous les connaître, voilà, moi, mon but, c'est vraiment que vous sachiez comment marche After pour ensuite décoder comment faire l'effet que vous voulez, quoi. Voilà. Alors, je reviens dans After. Il y a un autre truc que je voulais vous dire par rapport à ce que vous m'aviez envoyé. C'est parfois, vous m'avez pas envoyé tous les éléments. Vous avez envoyé des choses, puis il en manquait certains, ça s'est pas reconnecté. Donc si, en fait, vous n'avez pas réussi à tout rassembler en termes de fichiers, After peut le faire pour vous. Donc c'est dans Dépendance. Alors, dans la version 2019, ça doit être là, voilà. En fait, voilà, si vous avez pris plein de choses différentes sur votre ordinateur et que vous n'avez pas forcément pensé à bien copier-coller dans le dossier, dans l'ordre, comme il faudrait faire, vous pouvez faire fichier dépendance, rassembler les fichiers, et en fait, ça permet, donc je registre, voilà. En fait, ça va permettre, After va pour vous prendre tous les liens et les copier dans un dossier ailleurs, pour que d'un coup, tout soit... Est-ce que c'est possible? On va voir après. Donc, on peut rassembler tout. Donc, je vais vous montrer. Donc là, du coup, si je le remets sur le bureau, voilà, décor dossier, enregistrer. Donc, il va m'enregistrer le projet After et tous les liens. Et du coup, vous pouvez avoir tout d'un coup de rassembler. Donc ça, c'est bien pratique. Hop, quand vous travaillez. Voilà, dossier. Voilà, donc il m'a fait un petit dossier avec les métrages, le compte-rendu de tout ce qu'il y a, l'AEP, et dans les métrages, on a tout ce que j'ai utilisé pour le décor. Donc c'est vraiment pratique. Donc n'hésitez pas à faire rassembler les fichiers. Je vais vous remontrer encore une fois. J'ai perdu mon visualisateur. Hop. Donc c'était dans Fichier, Dépendance, rassembler les fichiers. Donc ça, c'est aussi pas mal pratique. Et est-ce qu'on peut rajouter du bruitage et de la musique?
Oui, mais en fait, il faut pas le faire dans After. After, c'est un logiciel de compositing, pas de montage. Je sais que dans les questionnaires, il y en a pas mal qui m'ont parlé de logiciel de montage. C'est pas un logiciel de montage. C'est vraiment un logiciel de compositing, de finir l'image, de finir le plan, de compiler les images quand on fait de l'animation, etc. Mais il n'est pas fait pour monter, c'est-à-dire pour mettre, pour avoir l'ensemble, la vue d'ensemble d'un film, de mettre bout à bout plusieurs plans, de pouvoir vraiment voyager, travailler le son. Première, Final Cut, Avid, voilà, les logiciels de montage sont vraiment faits pour ça. Les timelines, le son et l'image ont la même importance dans Première, dans la timeline. Là, vous voyez bien qu'en fait, on n'a que l'image. Si j'ai quelque chose avec du son, alors je vais importer un élément avec du son pour vous montrer, parce que vous ne l'avez pas forcément tous fait. Bon, voilà, si je dois voir ça, par exemple, qu'importe. Donc, si j'importe un élément avec du son, hop, ben là, il me dit qu'il y a du son ici. Et si j'ouvre, j'ai l'audio en plus avec le signal sonore. Mais bon, c'est pas, on peut pas couper, on peut pas faire comme sur Première, on peut pas, on l'a, on peut le lire avec le son, mais ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment pas fait pour le son. Donc, on peut effectivement avoir si on a du lip sync, si on peut avoir le son pour que ce soit indicatif, pour pouvoir mettre l'effet où il faut, au bon timing, etc. Mais c'est pas fait pour couper et travailler le son comme sur un logiciel de montage. Mais effectivement, on peut avoir le son qui apparaît ici. Donc à chaque fois qu'il y a un élément dans After, pardon, à chaque fois qu'il y a un élément dans After, ça apparaît avec les petites flèches. On met un masque, on met un effet, hop, et ben sur l'élément, on va toujours le retrouver en ouvrant l'élément. Donc là, effectivement, on a l'élément audio. Voilà, donc je regarde s'il y a des dernières questions, puis je vais vous montrer la suite. Le gros point, c'est que sur les différentes choses que j'ai vues, parfois vous aviez fait pas vraiment des décors. Alors c'est pas mal, vous êtes amusé, donc c'est bien, vous avez manipulé After et c'est ce qu'il faut, hein, c'est le principal. Mais vous n'aviez pas de décor dans le sens où vous n'aviez pas de sol et pas de plan séparé, ce qui fait que ça va être compliqué pour vous de continuer l'exercice pour ajouter d'autres choses. Moi, j'ai vraiment fait un décor, ça veut dire que j'ai pour l'instant pas mis de véhicule ou pas mis de personnage, parce que le fait d'ajouter des choses dans ce décor, ça sera une deuxième partie. Si vous avez déjà plein de personnages, plein de figures, plein de choses auxquelles se rattacher, et pas de décor, ben on va pas pouvoir animer, il y aura des choses partout dans tous les coins, et il y aura un problème de timing, parce que vous n'allez pas pouvoir timer, il faut timer ce qu'on voit à l'écran. Si d'un coup on a plein d'effets, plein de choses qui apparaissent et qui sont en même temps, c'est pas visible, c'est pas compréhensible. Donc le fait de faire d'abord un décor et ensuite d'ajouter des choses dans ce décor, ça permet aussi de pas être submergé de plein d'éléments dans After. Donc c'est vrai que je vous conseille à tous de vraiment essayer de faire un sol. Un sol, au moins un deuxième plan et un arrière-plan. Et c'est vrai que parfois, pour l'arrière-plan, alors moi, dans mon arrière-plan, hop, j'ai ça là, voilà. Mon arrière-plan, c'est juste un fond et il reste en arrière-plan, mais certains, l'arrière-plan servait aussi pour les deuxièmes plans. Donc par exemple, c'est vrai que Eugénie, je vais regarder si je peux pas ouvrir ce que tu as fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est séparer les plans. Donc il faut tout simplement, vous allez voir, copier-coller l'élément et le découper pour qu'il apparaisse sur des plans différents. Alors, étudiant, Eugénie, hop. Oui, alors s'il s'ouvre bien. Oui, en effet, il y avait ce problème-là. Donc c'est bien. Voilà, Eugénie, son arrière-plan, enfin, elle a mis quelque chose en arrière-plan qui finalement fait comme si c'était le ciel et comme si c'était aussi une partie de la mer. Enfin, en tout cas, tout est lié. On va mettre un autre visualisateur. Je vais charger un petit peu. Voilà, tout est lié. Donc, si on voulait faire un travelling, un panoramique, chose qu'on verra demain, parce que c'est un peu compliqué aussi, on serait embêté parce que tout ça bougerait à la même vitesse. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est que ici, je vais faire un masque pour délimiter ce que je veux qu'il soit du ciel. Voilà. Un petit peu plus... hop. Et puis après, je vais faire copier, CTRL-C. Puis je vais aller dans mon second plan, CTRL-V. Et là, je vais modifier le masque. Ah, et là, ça me permet de vous montrer un truc qui est super dans les masques. Là, au lieu de faire addition, je vais faire soustraction. Voilà. En gros, je veux pas
Je veux pas la forme que j'ai découpée, je veux tout ce qu'il y a autour. Donc les masques, quand vous faites une forme, on peut choisir de les mettre en différents modes. Et donc là, je le mets en soustraction. Donc j'ai le contraire. Ce qui fait que on va changer un peu les paramètres de couleur pour pouvoir voir un peu les différents plans, hein, parce que c'est pas encore très visible. Hop, on va mettre un peu de teinte de saturation. Voilà, par exemple. Bon. Voilà. Donc là, j'ai mon arrière-plan tout seul et mon second plan. C'est le même... voilà, on a choisi la même matière, mais il faut pas hésiter à dupliquer les éléments et les mettre vraiment chacun dans leur plan. Et donc, il suffit de faire des masques, voilà, copier-coller, faire des masques. Et donc, les masques, vous pouvez faire en négatif ou en positif, ce qui est assez pratique. Alors, maintenant, oui, l'effet Keylight. Ça, parce que plusieurs vous m'avez demandé, pour faire l'effet Keylight, là, le fond vert, je vais aller chercher, vous allez tous faire ça. Vous allez tous aller chercher un truc sur YouTube, hop, spécial fond vert. Parce qu'il y en a plein des effets fond vert sur YouTube. À moins que vous ayez vous-même des rushs sur fond vert. Hein. Fond vert FX. Je vous montre, c'est assez facile à faire. Alors, on va en prendre un. Voilà, moi je vais prendre celui-ci par exemple. Et pour récupérer la vidéo, hein, vous faites YouTube MP4. Hein, voilà. Il me semblait bien qu'il y en avait un qui embêtait pas avec les pubs, etc. Ah, et par contre, voilà. Voilà, YouTube High Definition. Ok. Télécharger. On va voir si ça marche, Clip Converter. Que je puisse avoir quelque chose à vous montrer. Donc oui, tout ce qui est fond vert et sur After, c'est très simple. Hein. C'est effectivement les options de masquage dans les effets. Et une fois qu'on a notre vidéo sur fond vert ou sur fond bleu ou sur fond qu'importe, s'il y a une couleur à enlever, il va falloir qu'on clique sur la couleur et After va l'enlever. Donc vous allez voir, c'est très très simple. C'est quelque chose de très simple à vous montrer. Donc effectivement, ceux qui voudront intégrer des choses sur fond vert sur le décor ou autrement, ah oui, non, télécharger, enregistrer, voilà. Donc Clip Converter, ça marche bien pour tout le monde. Effectivement, hop, je récupère ma vidéo. Je vais la mettre dans mes... je vais relancer mon... Hop. Dans mes éléments. Je vais rouvrir mon projet. Hop. Voilà. Je vais importer. Ok, voilà. Donc, j'ai cette vidéo-là. Ah, je l'ai mis dans mon arrière-plan. Bon, c'est pas grave, on la laisse dans l'arrière-plan, pourquoi pas, c'est pas mal. Hop, on va mettre le visualisateur. Non, là, c'est parce que j'avais ouvert le projet d'Eugénie. Donc, j'ai rouvert mon projet à moi, c'est pour ça. Pour le mettre dans mon projet, mais normalement, non. Hein, chaque fois que vous importez un élément, si vous êtes dans votre projet, vous pouvez importer. C'est juste que j'ai dû voilà, me remettre sur mon projet. Donc, on importe un élément, il n'y a pas de souci. Là, je l'ai mis dans l'arrière-plan. Et donc, pour enlever ce fond vert, il suffit tout simplement de faire effet, masquage. Alors, keying. Alors, on a les effets de masquage, parce que là, il change un petit peu d'incrustation. Voilà, ça change de nom. Voilà. Dans les CC 2015, pour ceux qui l'ont, je pense que la rubrique s'appelle masquage. Maintenant, dans CC 2019, la rubrique s'appelle incrustation. Et le Keylight, qui est le meilleur effet d'incrustation, est à part. Il est dans la catégorie keying. Bon. En fait, le Keylight, c'est l'effet un peu supérieur. C'est le meilleur effet de masquage, d'incrustation actuellement. Donc, ils l'ont mis à part. Bon. Vous allez voir que dans les incrustations, ça marche aussi, mais un peu moins bien. C'est un peu moins efficace. Donc, effectivement, si on fait keying, Keylight,
L'effet apparaît sur le côté, et puis bah, on prend la pipette et on dit bah, je veux pas de vert. Bah, donc du coup ça enlève le vert. Voilà. Hop. Donc ça marche. Là je peux choisir d'accentuer un petit peu. Là comme le fond vert était très bien fait, ça veut dire bah, on n'a pas de reflets, on n'a pas d'ombres différentes, etc. Donc bah, ça s'enlève très bien. Parfois, quand vous avez des ombres et tout, il faut jouer un petit peu sur la balance et le gain pour pouvoir manger plus ou moins et paramétrer en fait l'effet. Parce qu'effectivement, bon, bah, parfois, vous n'avez pas eu un fond vert très propre et donc il faut paramétrer un petit peu plus pour que les ombres partent aussi. Voilà. Mais si vous avez un fond de couleur uni, ça part très bien. Voilà, et donc effectivement, si je l'avais fait avec hop, donc incrustation, les masquages par exemple le masquage linéaire par couleur, hein, ça marche aussi. Mais par contre, un peu moins bien de base. Vous avez vu le keylight, même sans le paramétrer, ça marchait impec. Là, le masquage linéaire par couleur, bah là du coup, il faut vraiment que je joue un peu plus sur les paramètres pour l'ajuster. Ah, faut pas qu'il disparaisse. Voilà. Le masquage linéaire par couleur, il faut vraiment le retenir parce que voilà, celui-là. Si vous voulez enlever du blanc ou du noir, c'est celui qu'il faut prendre parce que le keying, le keylight, il enlève que la couleur. Logiquement, le noir et le blanc, pour lui, c'est pas des couleurs. C'est soit toutes les couleurs, soit aucune des couleurs. Bon, il marche pas sur le noir et blanc. Donc, si vous vouliez enlever, je sais pas pour quelle raison, parce que d'habitude, c'est plutôt du vert et du bleu qu'on fait, mais je sais pas. Si vous voulez enlever du blanc ou du noir dans une plage, voilà, dans un plan et sur une plage de couleurs, il faut faire le masquage linéaire par couleur. Lui, il enlèvera le noir et le blanc. Et bah, exemple, hop, qu'est-ce que je pourrais enlever? Bah, les points là. On va mettre. Si je veux enlever le blanc, logiquement, ça va tout enlever. Hein. Effet. Incrustation. Masquage linéaire par couleur. Voilà, je veux enlever le blanc. Parce que bah, je me dis, tiens, ça va me garder que les points et ça va me faire comme des étoiles, ça va être joli. Bon, voilà. Bah, j'enlève le blanc. Ça m'a gardé que les petites incrustations, les petits points et qui n'étaient pas totalement blancs. Effectivement, après, si je paramètre, ça va m'en garder plus ou moins. Voilà. Alors, il y avait des questions. Oui, vous pouvez. Alors, vous pouvez télécharger la vidéo dans tous les formats, puisque bon, là, c'est pour bidouiller. Après, l'idéal, c'est d'avoir des rushs non compressés, en move, en plein format, etc. Pour ceux qui filment avec des bonnes caméras. Forcément, moins on a de compression, mieux c'est, puisque si on compresse du compressé, enfin, là, si je suis dans le compositing et que j'exporte ensuite ma vidéo et que je la remets dans Premiere et que je réexporte, on perd en qualité. Donc, il faut essayer de compresser le moins possible dans la chaîne de fabrication, dans les étapes avant le montage. Donc là, bah, j'ai pris un MP4 parce que c'était léger et rapide, mais c'est vrai que le MP4, c'est un format pour le web qui est compressé, donc c'est pas l'idéal. Bon, là, c'est surtout pour manipuler. Donc, si possible, il vaut mieux prendre un Move le moins compressé possible. Mais là, comme c'est pour essayer, prenez un MP4, ça sera léger, ça sera plus pratique pour les connexions. Voilà. Donc voilà, le fond vert, c'est vraiment le keylight, les incrustations, c'est vraiment très, très simple. Hein. Il suffit de piper la couleur enlevée et voilà, ça marche. Hop. Moi, je vais enlever ça, ça commence à faire un petit peu... Ok. Alors, les calques d'effets. Je vais revenir sur ma composition, voilà. Un calque d'effet, c'est quelque chose qu'on peut, voilà, qu'on peut directement créer dans After. Donc, si je fais nouveau calque d'effet, pour l'instant, il se passe rien. Parce qu'en fait, un calque d'effet, c'est un calque sur lequel on va mettre un effet. Et cet effet-là va s'appliquer sur tout ce qu'il y a en dessous. Donc, par exemple, bah, je vais refaire le teint de saturation parce que c'est le plus visible. Hein. Je dois vous montrer des choses. Hein, voilà, on va faire quelque chose de très visible. Donc, j'ai mis mon calque d'effet au-dessus de tout. Alors,
finalement, le calque d'effet, ça serait un peu comme si, bah, là, cette composition finale, si je l'avais précomposée dans autre chose et que j'avais mis cet effet sur tout, sur toute la précomp, bah, ça revient un peu au même. Sauf que le calque d'effet, il peut avoir des masques. Ça veut dire que là, si maintenant sur mon calque d'effet, on va mettre une ellipse. Voilà, que ce soit quelque chose de voyant. On va le laisser comme ça, parce que comme ça c'est bien voyant. En fait, on peut zoner un effet. Ça veut dire que du coup, on va pouvoir faire un masque sur un effet. Donc là, j'ai fait un effet de couleur, mais ça pourrait être un effet de flou, ça pourrait être un effet visuel, un effet de déformation, qu'importe. Vous allez pouvoir zoner des effets. Donc c'est assez puissant. Ça permet de localiser des choses et pas sur l'ensemble d'une composition. Comme ce qu'on avait fait là, si je mets un effet sur l'ensemble de mon deuxième plan, ben, ça sera vraiment sur l'ensemble de mon deuxième plan. Que là, je vais pouvoir effectivement zoner exactement l'effet. Voilà. Donc ça peut être intéressant, graphiquement parlant, là, tout de suite. Bon, après, concrètement, c'est voilà, pour pouvoir zoner les flous, zoner les effets lumineux, etc. Et donc le calque d'effet, il s'applique sur tout ce qui est en dessous. Ça veut dire que là, maintenant, si je le mets que sur l'arrière-plan, il va appliquer l'effet que sur l'arrière-plan et pas ce qu'il y a au-dessus. Donc ça permet aussi de tester plusieurs choses et de localiser également l'effet selon les compositions. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique, c'est à retenir, ça permet de faire vraiment des choses groupées sur des zones. Voilà, si on va faire un truc très très rapide, hein. Alors c'est Photoshop. Si je fais je vais faire trois calques sur Photoshop, 3 traits dessus, et puis je vais vous importer ça dans After. After, il reconnaît automatiquement. Hop. On va faire juste des gros points. Voilà. Et puis, je sais pas, une espèce de gros truc. Hop. Bon, voilà. J'ai 3 calques différents. Je vais virer l'arrière-plan. Je vais enregistrer sous. Test. Donc, effectivement, si vous avez un PSD avec plusieurs calques et que vous l'importez dans After, ça va marcher. Il va reconnaître. Je finis de vous montrer ça. Alors, est-ce que... Test, voilà. Si je prends mon PSD avec mes 3 calques différents, je peux cliquer sur créer une composition. Ok. Pardon. Et donc là, j'ai mes calques différents qui sont ici. Voilà, qui sont dans une composition ici que je peux intégrer du coup. Si je peux l'intégrer ici si je veux. Voilà. Donc il y a plein de liens entre Photoshop et After, et donc je pense que les effets aussi qu'ils ont rajoutés dans Photoshop, peuvent aussi, enfin, je pense, s'importent aussi très facilement dans After Effects. Je pensais aux calques de réglage. Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que, oui, pour tout ce qui est... enfin, normalement, quand on fait des décors qui vont être ensuite faits pour l'animation, parce que bon, le matte painting, c'est pour l'animation, normalement, on fait un décor neutre, et la lumière, on la fait sur After. Alors, certains la font sur Photoshop parce qu'ils connaissent pas After ou que c'est pas leur boulot, mais c'est vrai que quand on fait du compositing, on rééclaire en fait les décors. Donc avec un décor neutre, on peut avoir plusieurs ambiances différentes. Donc c'est vrai que le mieux, c'est que rajouter la lumière, rajouter les ombres, rajouter l'ambiance, on le fait sur After et on fait un décor neutre. Parce que si on met déjà la lumière sur le décor, on ne pourra pas rééclairer ensuite. Donc ça, c'est au niveau de la chaîne de fabrication, pour être plus simple en fait dans la fabrication. On a un décor et ensuite on fait le compositing lumière dessus, quoi. Voilà. Bon, alors, on reprend à 15h. Il est 37 là, je reviens à 45. Je vais arrêter le live et le... Hop,